Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez particulière, j'ai eu l'occasion d'interviewer un candidat à la présidence de la FFR. Et c'est Didier Codorniou, le seul adversaire de Florian Grill pour les élections du 19 octobre prochain. Alors l'interview a été réalisée le 12 juillet 2024, juste après que Didier Codorniou ait présenté son programme à la presse. J'aurais pu sortir la vidéo plus tôt, mais il y a eu les JO et les vacances, donc j'ai préféré la poster aujourd'hui pour être un peu plus proche des élections et avoir un peu une fenêtre médiatique un peu plus dégagée. Alors même si l'interview date un peu, les propos de Didier Codorniou sont sensiblement similaires à ceux qu'il a fait dans la presse récemment, vu que j'ai checké, et franchement c'est du pareil au même sur les sujets évoqués. Alors je tiens juste à vous dire que j'ai pas été payé pour réaliser cette interview, c'est pas un partenariat de communication, j'ai interviewé Didier Codorniou en ma qualité de journaliste rugby indépendant. Une dernière chose, vous remarquerez que souvent dans la vidéo je saute d'un sujet à un autre, d'une question à une autre. Alors j'aurais aimé développer un peu plus certains sujets, mais j'ai eu que 20 minutes à ma disposition. Ça aurait dû être 30, mais le candidat a eu une urgence et du coup il a dû partir 10 minutes avant la fin. Donc j'ai pas pu rebondir comme je le fais d'habitude dans mes interviews. Alors ne vous étonnez pas du coup si je passe du coq à l'âne, c'est simplement que j'ai préféré évoquer tous les sujets plutôt que de rebondir uniquement sur certains et de traiter la moitié des questions que j'avais. Je suis un peu déçu de ça, j'aurais aimé plus rebondir sur ce que a dit Monsieur Codorniou sur certaines réponses, mais malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc on n'a qu'à espérer que ce soit mieux la prochaine fois. Et surtout, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez cette interview, pensez à vous abonner parce que plus d'abonnés, c'est égal à plus de portes qui s'ouvrent, comme c'est le cas ici avec cette interview. Et on se retrouve à la fin pour débriefer ce que dit Monsieur Codorniou dans cette interview. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je vous présente rapidement Didier Codorniou, 66 ans, surnommé le Petit Prince, 32 sélections avec le 15 de France, un grand chelem, 4 tournées, dont une en Nouvelle-Zélande où le 15 de France bat les All Blacks pour la première fois, et vous marquez l'essai victorieux. Ensuite, ancien joueur de Narbonne, Toulouse, Villefranche. Vous avez de multiples titres avec ces clubs-là, puis transition en politique. Maire de Gruissant, de multiples rôles au sein du conseil régional, que ce soit d'Occitanie ou c'était quoi à l'époque, c'était Languedoc, Languedoc-Roussillon. Exactement. Et aussi vice-président du Parti radical de gauche. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai joué à Narbonne, je ne sais pas si vous avez cité Narbonne. J'ai cité Narbonne avec Villefranche et Toulouse. Alors, pour mieux vous connaître, j'ai une question un peu d'actualité. Est-ce que les valeurs du rugby existent toujours aujourd'hui? C'est une bonne question au moment où on vit ces grandes turbulences en Argentine qui posent et qui ébranlent le milieu du rugby. Bien sûr qu'on peut se poser ces questions. Les valeurs du rugby, elles existent toujours, mais comme dans notre société, tout est fragile. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir vers les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est les clubs amateurs qui ont besoin d'être aidés et mieux accompagnés par la Fédération française de rugby. Et c'est le sens de ma démarche, donc mon engagement, il est vraiment sur la base, comment les clubs peuvent s'en sortir pour former des joueurs qui demain vont devenir des hommes. Comme des femmes qui vont devenir des jeunes filles qui vont devenir des femmes. Donc, malgré les scandales récurrents, que ce soit de violences sexuelles, de racisme aussi, on l'a eu récemment, mais il y en a eu beaucoup d'affaires, que ce soit avec des amateurs ou professionnels, et malgré aussi l'arrivée de l'argent, on ne peut pas nier que des fois ça entre en contradiction avec les valeurs, vous pensez toujours que les valeurs du rugby sont un pilier de notre sport? Je le crois. Il faut retravailler sur plusieurs éléments. Le premier, il y a une charte qui existe sur la déontologie et l'éthique, qui demande à être dépoussiérée et mise d'actualité. Il y a également aussi les moyens, comment on accompagne ces jeunes joueurs qui sont sous pression tout le temps et qui donc peuvent déborder, ce qui apparemment s'est passé en Argentine. Et comment on arrive aussi à instaurer une culture positive avec beaucoup plus de respect sur les choses que j'appelle donc la normalité, et après être très attaché à l'exemplarité des personnes et donc de la tâche. Justement, vous avez parlé de cette charte. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que c'est, de quoi ça parle, etc. et après nous dire pourquoi il faut la rappeler et est-ce qu'il faut la modifier? Non, la charte, en fait, ça nous oblige, quoi. Ce sont des engagements moraux, hein, ce n'est pas forcément un document juridique,
mais c'est un document qui existe à la Fédération française de rugby et qui montre les principes même du respect de la discrimination, du racisme, donc de toutes les violences faites donc aux hommes comme aux femmes, qu'elles soient sexuelles ou donc qui rappellent donc les méfaits de l'alcool, de la drogue, etc. Donc je pense que tous ces sujets doivent être aussi mis à plat et de voir un peu ce qui ne marche pas ou comment il faut corriger. En fait, c'est un peu ces principes-là. Ça démarre du plus jeune âge aux adultes, mais c'est aussi au niveau de l'encadrement. Ce qui est important, c'est aussi avoir dans l'encadrement peut-être des personnes spécialisées sur la démarche beaucoup plus psychologique et la performance donc athlétique. En fait, les deux sont mélangés parce que je vous disais, les joueurs ils sont donc tout le temps sous pression et ils ont besoin par moment donc de lâcher. Et c'est là où il faut comprendre donc au moment où on va un peu trop loin avec. On sait que le rugby a un problème justement avec un peu les débordements, l'alcool, la drogue. On sait que la drogue, il y a beaucoup de. L'équipe a sorti une très bonne enquête sur la consommation de cocaïne dans le rugby. Est-ce que vous pensez que justement ces faits-là, ils doivent être combattus plus vigoureusement par la FFR ? Non, mais tous ces sujets ne sont pas tabous, c'est d'ailleurs ces sujets qui font partie de notre société. On le voit donc dans les grandes métropoles où des jeunes donc non mais là je crois qu'il ne faut pas non plus faire un parallèle avec cet environnement et puis avec le monde du rugby et le monde professionnel. Moi je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul. Il faut aussi avoir beaucoup de sincérité à traiter ce dossier. Ce dossier, il est complexe parce que ce n'est pas uniquement une piste, c'est donc certainement une dizaine ou une quinzaine d'orientations à mettre en place pour essayer d'éradiquer ce fléau qui a démarré à partir d'Argentine, mais pas forcément, parce qu'il y a eu d'autres histoires. Et donc, il faut parvenir sur la Nouvelle-Zélande ou en Écosse. En fait, on a déjà connu ces problèmes-là. Mais il y a une accélération de notre société. Tout va très très vite, notamment avec les réseaux sociaux. Et là, il faut que aussi les joueurs comprennent que les joueurs, ce sont des personnalités publiques. Et même s'ils sont jeunes, et ils représentent notamment le maillot de l'équipe de France. L'exemplarité, quand on joue avec le maillot de l'équipe de France, on a une responsabilité nationale. Et je pense que c'est ces valeurs qu'il faut peut-être remettre à l'ordre du jour et resensibiliser les joueurs. Mais en vous disant ça, personne n'est à l'abri, quoi. Donc c'est quand même très, très compliqué. Alors, dans un article du 8 mars, Le Parisien, vous présentez votre possible candidature avec le plein soutien de Bernard Laporte. Déjà, question, est-ce que c'est le cas ? Non, pas du tout. Non, ma candidature, elle est ni instrumentalisée par donc les anciens présidents, par des personnes qui voudraient régler des comptes. Non, moi tout simplement, ma candidature, elle me ressemble. C'est-à-dire, donc, moi je suis quelqu'un d'assez atypique. J'ai eu un parcours aussi un peu atypique. Je travaillais à la banque, je travaillais au groupe Adidas, je travaillais un peu au groupe Accor, et puis j'ai décidé de faire politique, ça fait 25 ans. Il y a 25 ans, personne ne m'aurait vu maire de Gruissant, premier vice-président de région. Et tout simplement, la volonté de rendre ce que le rugby m'a donné, m'a apporté. Voilà. Quand je fais le bilan de ma vie, moi je veux dire, je n'ai rien, je n'achète rien. Je veux rendre au rugby ce que le rugby m'a donné. Et vraiment, je déploie beaucoup de moyens de force. J'aurais pu tout simplement terminer ma carrière. Ma carrière est derrière moi. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. J'ai une femme fantastique, avec une belle famille. Les moyens qui nous permettent de vivre correctement. Et voilà, non, tout simplement, j'avais envie de m'investir et je sentais qu'il y avait des tensions, je sentais que la fédération, donc il y avait des querelles d'hommes, des querelles de chiffres, et je voulais sortir un peu de ce problème-là. D'ailleurs, j'ai toujours dit, moi je ne suis pas contre quelqu'un, je suis pour un programme, pour un projet, et pour essayer de rassembler. Donc ce serait impossible selon vos dires, ce serait impossible que Bernard Laporte soit impliqué d'une manière ou d'une autre dans votre campagne ? Non, pas du tout. Mais en même temps, Bernard Laporte n'a pas fait que des choses stupides, ou Bernard Laporte a fait de très très belles choses, notamment démocratiser le vote pour le vote de la présidence, donc en voie électronique. Ce que
a défait le président par intérim lors du congrès, puisque seulement le congrès de la Fédération française de rugby qui s'est passé à Poitiers il y a 10 jours de ça, enfin la semaine dernière, seulement 15% des présidents de clubs présents ont pu voter pour un budget et pour engager un emprunt de 15 millions. Mais ça peut interroger. Mais le truc de 15 millions, ça avait déjà signé avant qu'il arrive. Je pense, je ne veux pas rentrer dans voilà, je pense ce que j'avais vu dans le communiqué de la FFR et c'est ce qu'il avait déclaré ensuite. Mais... Je pense que ce sujet mérite une attention un peu plus particulière. Moi, j'ai constaté que lors du congrès, il y avait peu de présidents qui ont voté, qui ont engagé le budget et l'emprunt. Moi, si je fais ça avec Gruissant, déjà, je n'aurais pas le quorum, mais c'est antidémocratique. Ouais. Voilà, je resterai là. Mais moi, après, non. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a votre sentiment de l'éthique, ça paraît compliqué de s'associer avec Bernard Laporte aujourd'hui. En attendant, évidemment, le tribunal en appelle, mais... Moi, je ne suis pas là pour parler des hommes, et je suis pas là pour parler des présidents qui mouillent le maillot, des présidents qui galèrent, donc, notamment les clubs amateurs, qui ont des difficultés pour trouver le budget, qui ont des difficultés pour trouver des bénévoles, pour les former, qui ont des difficultés pour faire jouer des jeunes, qui ont des difficultés quand les jeunes ne jouent pas. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, quoi. Après, ces querelles-là, je veux les évacuer. Moi, je veux dire, moi, je revendique ma liberté. Je n'ai jamais été instrumentalisé. Je suis quelqu'un de libre et j'ai beaucoup d'amis. Voilà, j'ai beaucoup d'amis divers. Vous avez parlé durant votre conférence de presse, votre présentation de campagne, que vous ne pensiez pas que la Fédération française de rugby avait des problèmes financiers aussi importants que l'actuel président les décrit. Vous vous interrogiez sur le diagnostic de Florian Grill. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours sur cette interrogation de est-ce qu'on est vraiment aussi mal financièrement à la FFR? Oui, j'attache beaucoup d'importance aux chiffres, mais les chiffres, on peut leur faire dire tout et leur contraire. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Alexandre Martinez, président délégué, lors de la présentation du budget. J'arrêterai là. La Fédération française de rugby est très robuste en termes de financement, tant sur la trésorerie que sur les fonds propres. Marcoussis est sur les actifs immobilisés est payé pour une valeur de 53 millions. Donc une fédération qui a une trésorerie de 68 millions et qui a des fonds propres à 50 millions, je considère qu'elle a une certaine robustesse. De ce qu'on parle, on parle du GE et du GIP, donc par rapport au déficit structurel, mais le GIP, donc l'État, doit répondre, donc, je l'espère, pour éponger ce déficit qui permettrait donc de pouvoir réalimenter ces fonds. Et sous condition qu'il le fasse. Ces provisions. Il y a le président, par intérim, dit qu'il a de très très bonnes relations avec l'État et notamment avec la ministre des Sports, donc en espérant qu'il trouve la solution. Alors avec la FFR qui a déclaré un déficit de 35 millions d'euros à l'AG, du coup vous pensez que ces 35 millions d'euros, ils sont là ou est-ce que c'est une interprétation un peu différente des chiffres? L'interprétation des chiffres peut démontrer tout et son contraire. Je crois que quand on travaille et quand on propose un budget qui doit être voté, il faut que les grands chapitres soient bien expliqués. Et c'est ce que je n'ai pas forcément vu lors du dernier congrès. Et entre le GIP et le GIE, donc effectivement, il y a une volonté, donc avec des provisions, d'accélérer encore plus le déficit pour que dans les 3 prochaines années, on arrive donc à avoir une situation qui est complètement neutralisée. Moi, je pense que dès la première année, dès 2025, voire 2026, on peut très très bien retrouver des chiffres donc positifs. Vous avez parlé durant votre conférence d'un investissement de 120 millions d'euros pour le rugby français sur 4 ans, donc ça fait 30 millions par an. C'est une somme quand même qui interroge, parce que quand on compare le budget de la FFR, il est aux alentours de 130 millions. Alors, où est-ce que vous allez chercher cet argent? Parce que ça paraît énorme à lever. Alors, ce n'est pas de l'utopie. C'est tout simplement ce qu'on appelle un peu des contrats. Je suis premier vice-président de région et j'ai déjà levé donc, avec la région, avec les collectivités, dans le cadre du plan Littoral 21, une fois 1 milliard, une fois 386 millions. Le plan que je propose, qui est un plan Marshall pour les infrastructures, qu'on appelle plan Avenir. Rugby, ça parle beaucoup plus. En fait, c'est tout simplement aller chercher l'argent où il est,
avec l'Agence nationale du sport, avec les collectivités, avec les EPCI, la région, les départements, où chaque année, c'est les montants que je propose, les 120 millions, c'est sur 4 ans. Donc les montants que je propose sont des montants où chaque année, ces collectivités investissent. Donc l'idée, c'est de les orienter sur des équipements structurants liés au rugby, et la fédération doit activer ce qu'on appelle l'effet levier. Et en activant les 3 millions par an, 12 millions, donc on doit être en capacité de lever des financements avec l'Agence nationale, avec les collectivités, pour les infrastructures sportives, notamment liées au rugby. Ça peut être les terrains, ça peut être donc les vestiaires, ça peut être les tribunes. Et ça, c'est demain, président de la Fédération française, j'irai voir les collectivités pour leur présenter ce plan pour qu'ils puissent donc être en phase avec cette proposition et donc signer du conventionnement. Quel est votre degré de confiance sur le fait de lever 120 millions? On sait que peut-être y avoir des difficultés. Est-ce que vous pensez que ça peut être compliqué d'aller chercher cet argent? Non, c'est pas compliqué, c'est ce que les collectivités financent chaque année. Sauf que quand on met tout en commun, ben, ça fait bien sûr des chiffres importants. Mais en fait, il faut savoir que l'Agence nationale du sport investit 24 millions par an, que les régions, on est aux alentours de 35 millions. Et en fait, tout ça, bon, bien sûr, ça fait beaucoup d'argent, mais quand on le ramène collectivité par collectivité, ben, ça fait un volet important. Mais c'est des choses qui sont tout à fait réalisées sur le terrain. Mais le tout, c'est de mettre donc, tout le monde autour d'une table. C'est ce qu'on appelle le plan à venir des infrastructures avec les collectivités. Les collectivités le font. L'État, les communes, quand elles ont besoin de porter un projet, font des réunions avec les services de l'État, toutes les collectivités, et on va chercher donc l'argent, oui, et même avec l'Europe. Sachant que l'Europe, donc, c'est les régions qui traitent ces dossiers. Et là aussi, l'Europe, je ne l'ai pas mis donc, dans les financements, mais on peut aller aussi chercher des crédits européens portés par les collectivités régionales. Voilà, c'est tout ce projet ambitieux, bien sûr. Vous n'en avez pas trop parlé parce qu'en fait, il faut avoir des idées. Ouais. Et c'est aussi les idées que nous portons donc, en termes de développement sur les infrastructures. Parlons un peu du 15 de France. Vous en avez parlé durant la conférence. Il y a eu la défaite en quart de finale un peu précoce. Ça a révélé un peu des tensions entre la LNR et la FFR concernant les accords sur la libération des joueurs. Est-ce que vous pensez qu'on doit à tout prix protéger ces joueurs? Ouais. Il y a de bonnes relations entre la Ligue et le monde et la Fédération française de rugby. René Bouscatel, avec qui je suis très ami, mais également avec d'autres présidents de la Ligue nationale du rugby. Ce sont de vrais professionnels, ce sont de vrais chefs d'entreprise. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin avec eux sur des passerelles. Sur les joueurs, effectivement, c'est un vrai problème de rendre encore plus disponibles les joueurs. Je crois qu'on est allé très très loin sur les 2 dernières années, qui finalement ont avorté, n'ont pas rendu donc positif cette Coupe du Monde. Il faut réfléchir collectivement pour voir comment les joueurs qui sont quand même donc, ou qui sont payés par leurs clubs respectifs, comment ils peuvent donc être au service du rugby sans trop fragiliser aussi les ligues. C'est tout simplement des rencontres qu'il faudra voir et comment l'élection, parce qu'il va y avoir aussi une élection avec la Ligue nationale, comment avec le nouveau président, on aborde ces chantiers qui sont très intéressants pour la suite. Est-ce que ce serait pas plus simple pour régler tous les problèmes de réduire le format du top 14 ? Si on fait un championnat à 20 journées, comme peuvent le faire l'URC, on aurait des joueurs peut-être plus disponibles avec moins de temps de jeu sur une saison. Mais ça n'appartient pas au président de la Fédération française de rugby, quoi. Donc là, ça appartient à la Ligue de se poser aussi des questions et d'échanger, comme la licence, donc la double licence. Je l'ai parlé tout à l'heure. Moi, je me pose des questions aujourd'hui avec la durée, qui est pour moi trop longue et qui ne permet pas à des joueurs qui sont pris très très jeunes de jouer, et même des fois des joueurs qui s'arrêtent, quoi. Donc là, il y a un vrai souci sur la durée, et il y a une réflexion que j'aurai avec les présidents amateurs, les présidents professionnels, pour voir si de 5 on peut passer à 2 années. Quel regard portez-vous sur le rugby féminin? Comment vous comptez le développer? On sait qu'on a des bases de joueurs jeunes, de joueuses jeunes qui sont excellentes, mais qui ont du mal un peu à se transposer au haut niveau parce que les Thunes les emmènent pas assez haut.
Comment vous comptez développer le rugby féminin? Le championnat domestique, donc aujourd'hui, est trop pauvre, donc il a besoin d'avoir un peu plus d'équipes. Je pense qu'il y a une réflexion, donc enveloppe constante, comment on peut, ou peut-être donc avec des nouveaux partenaires, comment on peut donc aider le rugby féminin avec peut-être une idée, donc accompagner sur les 100 premiers clubs qui se mettra en place, financièrement, un développement sur 2 années. Mais ça, ce serait pour les championnats domestiques. Mais pas professionnels. Non, pas professionnels. Non, mais il faut consolider le championnat amateur, qui est pour moi assez faible, et donc que ce soit le championnat régional ou d'élite, pour que le niveau soit un peu plus élevé. Et pour le championnat professionnel? Alors, le championnat professionnel est encore une autre chose. Je pense que pour l'instant, même si on arrive à un très haut niveau avec les filles, ça c'est encore un sujet qu'il faut qu'on échange avec l'environnement du rugby féminin. C'est pour ça que j'ai demandé à Cécilia Sobuse, donc, qui sera ma première vice-présidente, je lui ai demandé de s'occuper donc à 100% du rugby féminin, sur l'articulation, sur le recrutement, sur la formation et sur le championnat et les relations avec l'élite, comment elle voit un peu cette nouvelle structuration. Une dernière question qui fait sens parce qu'on a eu énormément de mal dans le rugby à s'implanter dans le quart nord-est de la France. Ouais. Est-ce que vous, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé et sur lequel vous avez des idées pour y parvenir? Ouais. Ouais, c'est une question qui me sensibilise, notamment ce qu'on appelle les fractures territoriales. Et effectivement, le rugby est beaucoup plus implanté, mieux implanté sur le sud. Donc, en fait, il y a une France coupée en deux. Et quand je dis décentraliser, déconcentrer et planifier, c'est dans cet esprit-là. L'idée aussi qu'on va proposer, mais sans imposer, c'est de décentraliser avec Marcoussis, donc des agents qui pourraient être amenés à irriguer des territoires qui sont en souffrance. Et c'est tout à fait dans cet esprit-là. Donc il y a la Normandie, même si la Bretagne aujourd'hui s'est bien développée. Oui, avec Vannes, normalement. D'accord. Mais il y a des territoires qui sont vraiment les Hauts-de-France. En fait, il y a quelques territoires qui demandent à être mieux structurés. Et c'est aussi ce qu'on proposera dans le cadre donc, de l'aménagement du territoire. Et puis aussi d'avoir dans le cadre donc, de la simplification administrative des agents sur les maisons. Je vous en ai parlé tout à l'heure à la première question. Moi, je veux vraiment accompagner tous ces clubs qui auront besoin d'avoir vraiment de la matière, notamment des hommes et des femmes compétentes. C'est vraiment la décentralisation. Alors avant de commencer ce débrief, je tenais à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques également, on en discute, on y répond, on se retrouve en commentaire. Il y a eu des choses très intéressantes dans ce qu'a dit Monsieur Codorniou dans cette interview et aussi dans son programme. Alors je crois qu'on a tous été interpellés par ces 120 millions d'euros sur 4 ans pour le rugby français et aussi pour son analyse financière de la fédération. Car lui pense qu'elle n'est pas autant en difficulté que l'annoncent les dirigeants actuellement. Alors j'ai essayé de me renseigner sur ce point-là et c'est assez difficile de dire si la fédération est en difficulté financière ou pas parce que c'est deux camps qui s'affrontent. Et vous imaginez que j'ai pas eu l'occasion d'aller farfouiller librement dans les comptes de la FFR pour voir si c'était vrai. Alors sur les 120 millions, j'ai l'impression qu'il sait où aller chercher l'argent, en témoigne son expérience, mais ça va être compliqué de dire s'il va arriver à les lever. Et donc sur ce point-là, on verra si c'est vrai quand il est élu. Autre chose, vous en avez eu un extrait dans l'interview, il est très attaché au rugby amateur. Il en a beaucoup parlé durant son point presse, il a fait une enquête nationale avec des questions sur l'état du rugby français et du rugby amateur. Il l'a envoyé à 2500 personnalités du rugby, donc des directeurs de clubs, des entraîneurs, etc. Et il a obtenu 600 réponses, donc un peu moins de 25%. Et c'est ce qui lui a permis de dessiner son programme. Et ça, cet attachement, on peut pas lui enlever, mais encore là, on verra si ça se traduit par des mesures concrètes durant sa présidence. Et maintenant, le reste. Et déjà, Bernard Laporte. Alors dans l'interview, il dit clairement qu'il n'est pas associé à lui, qu'il n'est pas instrumentalisé, qu'il n'est pas manipulé. Et j'ai envie de le croire. Et le petit hic, c'est que certaines personnes dans sa liste sont des anciens du camp Laporte. Et certains font même partie des 19 signataires de la motion de défiance à l'encontre de Florian Grill, l'actuel président de la FFR, après les événements de l'été, à savoir l'affaire Jégou-Radou, la disparition de Médina Argissi en mer et l'affaire Melvin Jaminet. Bon, quand même, il n'y a pas vraiment de moyen de prouver qu'il y a un rapprochement. Donc ça aussi, on verra ce qu'il en est dans le futur et si Bernard Laporte revient sur le devant de la scène. Un dernier point qui me tenait à cœur, c'était le rugby féminin.
et je l'ai trouvé un peu vague. Même dans son programme, la catégorie est plutôt légère. Il y a des propositions intéressantes, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Parce que ce genre de mesure, ça dépendra des fonds alloués au développement du rugby féminin, et en général, c'est souvent difficile de faire des grandes avancées. Le mot de la fin, c'est un personnage intéressant et un candidat qui est très attaché au rugby amateur, qui a été un peu laissé de côté ces dernières années. Donc, faites-vous un avis de ce que vous avez entendu, je vous mets également le lien de son programme et on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Alors dans un souci d'égalité de temps de parole, je vais aussi essayer d'interviewer Florian Grill. Donc voilà, je vais essayer de le contacter pour avoir cette interview. Si ça fonctionne, vous aurez très probablement l'interview avant fin septembre pour que vous ayez le temps de la regarder. Et surtout, pensez à vous abonner si ces élections vous intéressent parce que moi je vais les traiter à fond. Donc abonnez-vous sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, mais aussi sur Instagram et TikTok, je ferai aussi des vidéos sur ça. Et donc, on se retrouve pour le 19 octobre, le jour des élections de la FFR.